Hein, on a quand même... Bonsoir. On a quand même pas mal de sujets abordés. Hein, il y en a 15, il y en a une quinzaine. Donc commençons pas trop tard pour finir pas trop tard. Voilà. Donc je commence par le quorum. Sabrina. Présent. Eric. Présent. Ève, absente. Donc elle a donné son pouvoir à Siam. Où elle est, Siam? D'accord. Voilà. Denis, Lucie, Bertrand, Charlotte, Jacques, Caroline de Sazélie a donné son pouvoir à Bertrand. Caroline Bouy, B. Hervé, Vincent, Mathieu, Siam. Maëlys a donné son pouvoir à Frédéric. Voilà. Laurent, il est absent. Voilà. Julien, Ségolène a donné son pouvoir à Hervé. Voilà. Stéphanie, Françoise, Patrick. Noël a donné son pouvoir à Stéphanie. Hein, c'est ça? Alors, on est deux, en fait, du coup. Faut que tu en donnes un à Patrick ou à Françoise. Ou... Celui de Noël à Françoise, par exemple. Et, Alors, Françoise. Merci, Jacques. Toi, tu... Voilà, on a noté, donc... D'accord. Voilà. Donc Alexandre absent, pouvoir Stéphanie. Pouvoir Noël, ok. Dominique. Claude. Elle arrive. Donc elle avait répondu qu'elle serait là. Oui, oui. Voilà. Voilà. Bah, écoutez. Merci, le quorum est atteint. Ensuite, la secrétaire de séance, que je remercie, Caroline, merci. Il faut que je vous signale qu'on a ajouté par rapport à l'ordre du jour une délibération supplémentaire qui est une convention pour que les élèves de la Pépinière puissent pratiquer l'escalade au gymnase Robert Thierry à Noisy-le-Roi. Donc il y a une convention Bailly Noisy, dont nous parlera Jacques. Voilà. Voilà. Je vais aborder donc l'adoption des conseils, l'adoption de l'ordre du jour, pardon. Donc, vous êtes tous d'accord pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde est pour. Je passe à l'approbation des PV, alors du 12 avril. Ah ben non, là, sur l'ordre du jour, oui, c'est 100%. Ça. Hein, ben, j'ai posé la question. Ah bon? Alors qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Enfin, s'il faut... Vous assisteriez au conseil communautaire sous l'égide de François de Mazières. On fait ça en 1 heure. Mais bon, on va tâcher de s'en inspirer un peu. Ça peut aider. Donc, voilà. Donc, l'ordre du jour est approuvé, compte tenu de ce que j'ai ajouté tout à l'heure sur la délibération supplémentaire. Merci, Caroline. Il faut être rigoureux. On vous a mis donc les PV de la séance du 12 et du 4. Hein, c'est de l'enregistrement conforme. Est-ce que vous avez des ajustements à proposer sur ces deux PV? Aucun problème? D'accord. Donc, ils sont approuvés à l'unanimité dans les deux cas, Caroline. Voilà. Et je vais passer aux décisions du maire, hein, donc, qui sont assez nombreuses. Il doit y en avoir au moins une quinzaine. La première a trait au marché d'entretien de la voirie, hein, avec la société
Pardon? Je demande, serait-il possible que ce soir, on ait une minute de silence pour les victimes du massacre à Israël? Absolument. On peut le faire maintenant ou un peu plus tard. C'est comme tu le souhaites. Oui, nous étions effectivement avec Patrick. Donc, on a rendu hommage à Ivan Scordino, qui était vice-amiral de vaisseau, qui est décédé donc le 9 octobre 2023 à l'âge de 102 ans. Donc, il était à Bailly depuis 1980. Il a réalisé 2 mandats de conseillers municipaux auprès de Colette Lemoyle. Voilà, moi je connaissais sa fille, mais lui-même je ne le connaissais pas. Mais Patrick, si tu veux ajouter quelque chose à la mémoire de... Non, je le connaissais à titre personnel parce que c'est grâce à lui que nous sommes arrivés ici à Bailly, parce que Yvan Scordino et Jerry, sa femme qui est américaine, étaient amis avec mes beaux-parents, dont ma belle-mère était aussi américaine. D'accord, entendu, oui, je vois bien le lien. Mais écoutez, on peut faire une minute de silence dans ce cas. Non? Absolument, mais entendu. Oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, je reprends le fil concernant les décisions. La première décision a trait au marché d'entretien de la voirie avec la société MTP, pour un montant de 500 000 euros. C'est reconductible chaque année, donc c'est la même prestation, et c'est du classique. La deuxième décision, c'est pour le marché de signalisation verticale et horizontale avec AB Marquage pour un montant de 50 000 euros. Ensuite, vous avez des petits contrats pour l'hébergement du site Internet avec Innovagora, données hébergées sur un même serveur. La quatrième, c'est un marché à l'assistance fonctionnelle du site Internet de la ville avec le même prestataire, Innovagora, pour 500 euros. Ensuite, effectivement, nous avons des demandes de subvention à l'agence de l'eau concernant la mise en place de la cuve placée sous la place du marché pour 29 328, soit 50% du montant estimé. C'est quelque chose qu'on devrait obtenir, tout comme la subvention toujours à la même agence de l'eau pour la perméabilisation du parking du marché pour 65 000 euros. Voilà. Nous avons ensuite la signature d'un avenant de prolongation pour le marché de restauration scolaire entre le 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Et là, on a eu une prolongation effectivement de 12%. Et voilà, on a bien géré cette affaire parce qu'on aurait pu avoir une hausse beaucoup plus importante. Une demande de subvention au titre du produit des amendes, subvention qui est reçue chaque année. Voilà. On passe ensuite effectivement aux offres notifiées de l'aménagement de la place du marché. On a la déconstruction gros œuvre par le prestataire BTM et le lot numéro 4, VRD, électricité éclairage de Watley, donc pour respectivement 215 000 euros.
et 615 000 € hors taxes. Voilà. Je vais revenir sur la consolidation, effectivement, du coût du projet de l'aménagement de la place du marché. Marché relatif au renouvellement de l'éclairage publié avec la société SPI pour 372 899. On attend des avenants, Denis, et ça devrait nous mener à 425 000 €. Et je rappelle qu'on sera subventionné à 80%. Reconduction du contrat pour l'entretien des cloches de l'église, 242 €. Je reviens sur l'aménagement de la place du marché avec la plomberie, chauffage, ventilation, la société Atis pour 43 000 €. Et le marché d'aménagement de la place toujours pour la charpente, bois, métal, étanchéité pour 482 000 €. Alors, c'est le slide qu'on vous avait montré lors de la commission générale. On dit que le gros œuvre est à 215 000 €, la charpente à 486, la plomberie à 43, l'électricité, espace vert et sol 616. Et ça nous donne un total de travaux de 1361, auquel on rajoute l'AMO et une provision pour fin de travaux de 144, et nous sommes comme ça à 1 505 000 €. Avec des subventions notifiées pour 1 010 000, ça nous donne un reste à charge de 495 000 €. On remet une provision de fin de travaux pour 75 000 € et on ajoute les 2 subventions de l'agence de l'eau dont je viens de vous parler pour 95 000, et on serait à 475 000 €. Mais bon, c'est le reste à charge, on va dire, reste à 500 000 € conformément, effectivement, à la prévision que nous avions faite. Voilà. Dans ce cadre-là, je vais un petit peu vous donner une information de ce qui s'est passé quand même hier lors des universités des maires. Le 11 octobre, donc Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, président du département des Yvelines, ont remis les trophées de l'édition 2023 du prix interdépartemental de l'innovation urbaine aux maires et aux intercommunalités. Donc là, on s'est retrouvé avec Rueil-Malmaison, Saint-Germain, Achères, Issy-les-Moulineaux, Meudon-sur-Aisne, et puis Bailly. Voilà, depuis 2019, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont mis en place une stratégie d'innovation urbaine. Donc, ce prix interdépartemental récompense des communes et intercommunalités innovantes des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Oui, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, il y a 15 collectivités cette année qui ont été choisies, tant des Hauts-de-Seine que des Yvelines, concernant des innovations écologiques, architecturales et paysagères, programmatiques et fonctionnelles, et également partenariales. Alors, à ce sujet-là, donc Bailly a été récompensé au vu de la construction future de la halle du marché, projet considéré et classé comme une innovation urbaine pour les motifs suivants: renforcement de la vocation commerciale de la place, favorisant ainsi une diversité d'usages pour une plus grande animation. 2. Constitution d'un véritable marqueur architectural et paysager par sa visibilité. Et 3. Apport de co-bénéfices environnementaux. Je tiens vraiment à remercier pour leur accompagnement EGS, délégataire de notre marché, notamment la personne de M. Toledano et Vettel, que vous aviez rencontré le 1er juin lors de la réunion publique, la commission des commerçants, CISPEO, qui est notre assistant à la maîtrise d'ouvrage et architecte, et toute notre équipe qui a travaillé sans relâche sur ce projet. Alors je vais les citer: Éric, Denis, Vincent, Jacques et bien d'autres, et ce sans oublier nos services, en la personne de Sébastien Ménard, qui est absent, mais Fabien est là, et il a regardé vraiment tout l'aspect juridique. Donc voilà, on a un beau trophée qu'on nous a remis et pour lequel
on les a remerciés lors de cette cérémonie. Il y avait plus d'attributions aux Hauts-de-Seine, hein, le Rueil-Malmaison, Saint-Germain, non, pardon, pas Saint-Germain, ici les Moulineaux, voilà, Meudon, etc. Voilà, mais petite commune que nous sommes, nous avons été félicités sur ce point. Je voulais vous le dire à tous et vous remercier tous. Oui, Jacques. Je peux dire un petit mot? Oui. Ben, je profite de l'information que tu viens de nous communiquer, puisque nous étions bien sûr aux universités des maires à Port-Marly hier, et je voulais tout simplement féliciter Éric, je voulais féliciter Denis et te féliciter pour l'obtention de cette distinction. Voilà. Merci. C'est au profit de l'intérêt général et au profit des Bayacois. Et nous travaillons que comme ça. Et nous sommes une équipe qui faisons. Et on va continuer. Voilà. Merci. Donc, je vais... Ouais. Donc, j'avais finalisé effectivement les... Voilà. Toutes les décisions ont été énumérées. Donc, on va passer à chacune des délibérations, et je vais donner la parole effectivement à Éric, qui va nous parler du versement d'une surcharge foncière relative à l'opération de la résidence des Gondis. Bonsoir. L'entreprise sociale pour l'habitat d'Omnis a sollicité auprès de la ville le versement d'une subvention pour surcharge foncière à hauteur de 210 000 € pour équilibrer l'opération. Donc on parle de la résidence des Gondis. En échange, cette même société d'Omnis a accepté d'offrir à la ville un contingent de 3 logements sur les 11 logements sociaux qui seront construits. Comment ça va se passer? Ce montant de 210 000 va être éclaté en 2 versements de 105 000 qui seront versés d'une part en 2023, d'autre part en 2024. Il faut savoir que cette subvention, ces 2 montants de 105 000 ne coûteront strictement rien à la commune, dans la mesure où ils seront compensés par des versements de pénalités SRU qui ne seront pas versés à ce moment-là, c'est-à-dire sur les années 2025, à partir de 2025. À partir de 2025. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention de 210 000 aux conditions que je viens de décrire. Voilà. En fin de compte, nous avions 2 logements. Hein. Ça nous permet d'avoir un logement supplémentaire, donc d'être à 3, hein, qui est prélevé sur l'action logement. Hein. Donc, sur cette affaire-là, la mairie donc, a 3 logements, agrégés de ceux de la préfecture, puisque c'est le premier projet. Donc, on aura 7 logements sur les 11 indiqués. Hein, donc, notre objectif, c'est d'avoir le maximum d'attributions pour nos Bayacois. Et là, on serait autour de 60%. Voilà. Oui, pardon. Oui, j'ai une question. En règle générale, lorsque l'on rachète de l'attribution, alors sous cette forme-là ou sous une autre, ça a un temps, ça a une durée déterminée. Quel est le délai? Est-ce que c'est ad vitam? Est-ce que c'est le... Non. C'est les 2 ans dont on a parlé. Non, ce n'est pas le délai de paiement, c'est le délai d'attribution. Non, le délai d'attribution. En général, il est vendu pour un temps donné. Délai d'attribution des logements sociaux. Voilà, Normalement, dans la convention que vous signez avec eux, il est dit, nous on l'a eu fait en son temps sur le Cornouillet, on souhaitait avoir plus de logements sociaux à attribuer que n'en avait la préfecture, on en avait racheté 3, donc les prix là pour celui-ci sont très chers, l'autre est moins cher, donc globalement bon, ça s'équilibre, je suppose que vous avez essayé de négocier au mieux, je l'espère.
Et donc, je termine, s'il te plaît. Oui, et donc, il nous avait proposé au démarrage sur quelques années, une dizaine d'années. Et on avait négocié sur le temps du bail amphithéotique concerné, parce que là, on était sur un bail amphithéotique. Donc, la question, c'est de savoir pour combien de temps a-t-on obtenu ce droit d'attribution supplémentaire. Donc là, on n'a pas arrêté un délai, mais voilà, mais ça... Voilà, on va leur en parler, bien entendu, mais il n'y a aucun problème, aucun sujet. Hein? Si ce n'est que si c'est pour 10 ans, ça vaut moins le coup que si c'est pour 20 ans. Donc, avant de se décider sur l'achat, ça serait bon de savoir qu'est-ce qu'ils ont proposé. Mais normalement, ils vous donnent un prix pour une durée, en fait. Alors, attends. Il n'y a pas de durée. Non, sans limitation de durée. Alors ça, c'est inédit. Hein. C'est peut-être inédit, mais attends. Après, pourquoi pas, hein, après tout. Mais franchement, je suis très surprise. On a la surcharge. Attendez, on les a. Un instant. Voilà, moi j'ai le courrier, donc il n'y a pas de période déterminée, donc c'est plutôt bon signe. Hein, la société d'Omnis projette de construire en maîtrise d'ouvrage direct 11 logements locatifs sociaux et 25 logements d'accession à la propriété en BRS. Voilà, donc il me demandait de confirmer par courrier l'octroi de cette subvention pour surcharge foncière, montant de 210 000 € qui sera versé sur 2 exercices budgétaires successifs. En contrepartie de l'octroi de cette subvention, Domnis accordera un droit de réservation supplémentaire à la ville de Bailly, ce qui portera le contingent, comme je vous l'ai expliqué, à un total de 3 logements auxquels on ajoutera ceux de la préfecture. Voilà l'information que j'ai. Voilà. Hein, donc, voilà. Voilà, ce qui est important, c'est d'être à 60% effectivement de logements sociaux. Voilà. Oui, je t'en prie. Actuellement, attends, lors des commissions générales, nous avons échangé, et je t'en remercie, on en a eu une il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que les points qui sont évoqués au niveau du Conseil, quelquefois, ne sont pas évoqués, alors que je crois savoir par ailleurs qu'il y a des réunions préparatoires de la majorité, entre guillemets. Donc je trouve qu'il y a quand même deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'en étant complètement novice, moi, je ne peux pas voter sur une résolution, mais ça peu importe, dire à la majorité, pour lequel je ne comprends pas. Je n'ai pas le mécanisme, je ne comprends pas. C'est tout. Au sein de la commission générale, on avait vraiment évoqué l'ensemble des délibérations qui seraient abordées, dont celle-ci. On a eu... Donc, voilà, mais moi, si tu veux, pour te donner des informations complémentaires, c'est vrai que le bâtiment va très mal aujourd'hui. Les bailleurs sociaux ou les promoteurs ont un mal de chien à équilibrer leurs projets. Donc là, on s'efforce avec eux, parce que nous, on veut évidemment qu'ils tiennent leur coup, mais qu'ils tiennent aussi le planning. Donc, effectivement, Domnis, qui est notre principal bailleur social, je tiens... il est sur le manoir, et il sera effectivement sur la rue Chaponval dans le cadre de notre résidence inclusive. Voilà, plutôt que de verser cette somme directement à l'État, on la verse effectivement aux bailleurs. Ça a un impact effectivement légèrement sur notre trésorerie, voilà, puisqu'on les récupère un tout petit peu plus tard. Mais c'est tout.
Hein, c'est vraiment simple. Donc là, vous avez deux types de délibération, tant pour la résidence Les Gondis que pour le manoir. Voilà, nous, notre souhait, c'est que les chantiers puissent commencer dans les meilleures conditions. Oui, Françoise. Sur les 11, vous en rachetez 3, c'était très bien, mais à la base, il n'y en avait pas à la base déjà donné des droits d'attribution de la commune via le cautionnement. Il n'y avait rien du tout à la base. On ne rachète rien du tout. Hein. Non, mais ce que je veux, c'est juste par le total de ceux pour lesquels on aura les attributions. Je te donne l'explication. Oui. On avait initialement 2 pour la mairie, 4 pour la préfecture et 5 Action Logement. Hein? Ok, donc maintenant ça en fait 9, quoi. Ça fait 11. Ça, c'était initial. Et on passe à 3. Plus les 2, plus les 4. Non, ben justement, on en gagne qu'un dans ce cas-là. Donc on passe de 2 à 3. Ah, donc 210 000, c'est pour en racheter un, quoi. Voilà, on passe de 2 à 3. Hein. La préfecture en a 4. Non, mais c'est pour, et l'Action Logement, 4. Ok, voilà. Donc ça veut dire que si on n'avait rien fait, on en aurait eu 2. Le fait de verser la subvention permet d'en avoir 3. Voilà. Ça. Voilà. Okay. Donc les 210 000, c'est pour en avoir un de plus. Voilà, absolument. Absolument. Mais attention, il y a une méprise. Les 200, on ne rachète pas des droits. Ces sommes, de toute façon, on les paye au titre de pénalité SRU. Non, mais c'était juste pour savoir parce que l'objectif, c'est de savoir combien on en a pour les attribuer. C'est ça le but, en fait. Voilà, je veux savoir si c'était 2 plus 4 ou si c'était 3 plus 4. Voilà. Ça va être plus significatif sur le manoir. Non, mais c'est dommage qu'avec 210 000, on n'en ait pas plus. C'est ma seule question. Ça paraît cher, là, pour le coup. Si la gymnastique... Non, ça paraît pas cher actuellement par rapport à la situation des bailleurs sociaux et des promoteurs. Hein, franchement, c'est... Non. Si je m'en réfère à la proposition qui est faite dans la délibération suivante et au prix qui est indiqué, ou alors c'est que j'ai mal lu, mais en tout cas, c'était 40 000 € le logement, dans un temps, effectivement, que peut-être les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on peut quand même difficilement comprendre la culbute de 40 à 210, mais bon. Non, ça me paraît vraiment très clair, et compte tenu du contexte, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. Et c'est ce que font aujourd'hui toutes les communes pour essayer d'aider nos bailleurs sociaux. Vincent, tu veux parler? Ouais, je voulais juste rajouter que tout ça, c'était aussi proportionnel au nombre de logements de l'opération. Voilà. Voilà. Je pensais que quand on mettait 3 et 10, c'était l'attribution complémentaire qu'on avait en versant, et qu'on récupère bien évidemment, puisqu'on l'impute. C'est que j'avais pas réussi à trouver la différence entre ce qu'on avait à la base et ce qu'on a à la fin, quoi. C'est tout. Mais c'est pour ça que je posais la question. Je veux juste que tu précises, Vincent, ce que tu veux dire par là. Je disais que sur l'opération du manoir, on a 11 logements, donc la mairie ne pourrait pas récupérer plus de 60% ou 70% des logements, alors que sur les Gondis, il y a plus de logements, donc proportionnellement, on aura plus de logements aux Gondis. Voilà, c'est proportionnel au nombre de logements de l'opération. Et après la répartition, j'imagine que le bailleur nous a demandé une répartition à 50-50 sur les deux affaires, donc il n'y a pas de valeur de rachat parce que ce n'est pas de l'achat, c'est une contrepartie, comme l'a dit Jacques. Donc, oui, fini. Oui, autorise et accepte, tu le dis, ça? Bon. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer donc, cette convention qui découlera effectivement de sa mise en œuvre et accepter la réservation d'un contingent de 3 logements au regard de la surcharge foncière susmentionnée? Il dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget correspondant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a une abstention.
Bon, le même exercice, effectivement, Eric, pour le manoir. Rigoureusement la même chose avec le manoir, où il y a 35 logements sociaux. Domnis nous a sollicité pour le versement d'une subvention pour surcharge foncière à hauteur de 228 000 €, qui seront versés en 2 fois, 114 000 en 2025, 114 000 en 2026. Toujours en contrepartie de pénalités SRU qui ne seront pas payées le moment venu. Donc c'est un coût absolument neutre pour la commune, avec en plus l'avantage d'avoir des dotations supplémentaires. Voilà. Donc initialement, on était à donc, la commune à 20%, donc on avait 7 logements, la préfecture 30% en avait 10, et Action Logement en avait 50, donc 18. C'est là, vous retrouvez le total de 35. Donc on fait moins 3 pour Action Logement et plus 3 pour la commune. Ça nous donne au total 10 logements pour la commune, 10 logements pour la préfecture, dont on bénéficiera, donc on aura 20 logements, et puis Action Logement passe de 18 à 15, donc on est à 35. Voilà la répartition des 35. Voilà. Donc sur ce sujet-là, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Je crois qu'elles ont été évoquées lors de la délib suivante. Donc, qui est pour? Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Je vous remercie. Il y a une abstention, Fabien. Et nous passons à la 3e délib, et qui a trait, effectivement, à la répartition du retour incitatif et affectation du fonds de concours versé par VGP. Alors, je vous dois une certaine explication, parce qu'effectivement, c'est un petit peu technique. De quoi s'agit-il? Il faut savoir que VGP, à l'heure actuelle, perçoit la fiscalité de l'ensemble des entreprises du territoire, pas seulement de Bailly, de l'ensemble des communes. Les 17 communes appartenant à VGP sont sous ce même régime, fiscalité perçue directement par VGP. En contrepartie, VGP reverse à ces 17 communes ce qui prend, sous forme d'attribution de compensation, c'est-à-dire un montant fixe qui a été déterminé lorsque nous sommes rentrés dans VGP, c'est-à-dire en 2012, je crois. Depuis 2012, nous touchons tous les ans 1 453 000, quoi qu'il arrive. Vous devez bien comprendre que la fiscalité des entreprises n'est pas linéaire. Tous les ans, ça évolue. Et heureusement, ça évolue plutôt à la hausse, tout simplement parce que les entreprises se développent, les entreprises sont plus performantes, et il y a un phénomène d'inflation, ce qui fait que la masse des résultats augmente d'année en année, et par conséquent, la fiscalité, dans les mêmes proportions, est plus favorable et plus forte. Sachant que cette fiscalité est censée nous revenir sous forme d'attribution de compensation, eh bien, VGP, une fois par an, calcule ce que l'on appelle un retour incitatif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que nous, communes, avons intérêt à ce que ces fiscalités augmentent. C'est ce retour incitatif qui est reversé. En 2023, ce retour incitatif, vous avez un beau tableau avec l'ensemble des communes et ce qui est reversé par VGP. Pour Bailly, c'est une somme de 89 291 € qui va nous être reversée. Et va nous être reversée selon un schéma qui est bien défini, tout d'abord sous forme de remboursement de ce que l'on a payé au titre du FPIC, du Fonds de péréquation intercommunale et communale. Ça, ce sont des contributions que l'on verse en faveur des communes qui sont moins favorisées que la nôtre, et à raison de ce que l'on a versé à l'année N-1. Donc l'année dernière, nous avons payé 27 030 € de FPIC. Ce FPIC nous est remboursé par VGP sur le retour incitatif.
il reste une somme de 62 261 qui va être reversée à Bailly sous forme de fonds de concours. Fonds de concours, ça veut dire que cette somme, nous pouvons l'attribuer à une partie des investissements que nous allons réaliser en 2023. Nous avons fait le choix d'imputer cette somme sur l'investissement extension du cabinet médical, et c'est ce qu'il vous est demandé ce soir d'approuver. Est-ce que, Claude, est-ce que les choses sont plus claires? Merci. Parfait, Eric. Merci. Merci. Vous avez des questions? Voilà. Écoutez, qui est pour? Micro. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Voilà. Donc il y a une abstention. Il n'y a pas d'abstention. Oh, il y a Mathieu qui nous a fait une émotion là. Bon, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive vraiment à un pourcentage très intéressant en termes de subventions par rapport au coût global de l'extension du cabinet médical, ce qui nous permet quand même de faire un très beau projet, dont vous avez parlé, je crois, donc à midi. Voilà. Est-ce que peut-être tu peux nous donner des précisions sur le début des travaux? Alors, ce midi, nous avons rencontré, accompagné de notre architecte et de l'entrepreneur principal qui va réaliser les travaux, nous avons rencontré l'ensemble de nos médecins, tout simplement pour leur faire part du démarrage des travaux. Démarrage qui est prévu le 2 novembre, c'est-à-dire dans 15 jours. C'est devenu réellement une réalité. Les entreprises sont sélectionnées, les marchés sont notifiés très rapidement. On va se lancer dans ces travaux qui vont être préparatoires dans un premier temps, c'est-à-dire au niveau du premier étage, préparer le chantier, au niveau des extérieurs, préparer les soubassements sur lesquels vont reposer les structures qui vont être construites. Le gros du chantier démarrera probablement courant janvier 2024, lorsque l'ascenseur PMR sera définitivement installé. Voilà ce que je peux vous dire de ce chantier qui est prévu pour être livré au mois de mai 2024 et qui va se dérouler en 2 phases. Donc une première phase, on aménage le premier étage qui permettra en janvier d'accueillir nos généralistes le temps de réaliser les travaux en bas, et une nouvelle fois pour une fin en mai 2024. Voilà. Donc le projet est complètement abouti, et notamment les kinés viendront s'installer dans un logement disposant effectivement vraiment de la chaufferie nécessaire et du meilleur confort, je crois. Dans un plateau technique totalement réaménagé. Il va doubler de surface par rapport à ce qu'il a à l'heure actuelle rue de Maule. Et il va officiellement passer à 2 kinés très rapidement, et son ambition est de passer à 3. Donc effectivement, on a pu vraiment bien travailler depuis le fait qu'on ait pu récupérer ce logement du premier étage, et ensuite avoir pu vraiment demander au département d'agir, alors qu'en principe, les subventions réservées aux maisons médicales avaient cessé l'année dernière. Voilà. Donc on s'en est bien tiré, c'est ce qui nous a permis effectivement de finaliser ce projet et ces travaux du premier étage. Très bien. Alors passons à on avait voté la précédente. On a voté tout le temps. Bon, alors c'est bien. On passe à l'urbanisme, travaux et environnement et aux modalités de concertation préalable concernant la modification 4 du PLU qui nous est imposée. Pardon. Alors,
Le PLU de Bailly a été approuvé en décembre 2012 et a été modifié par voie de déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral en février 2014. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs modifications. Une première modification approuvée en juin 2014 pour la réalisation du TGO. Une révision allégée approuvée en juin 2016 et ensuite une deuxième modification approuvée le 2 octobre 2018 pour la création d'un périmètre d'attente sur les terrains du projet Pôle-Gare et une modification 3 approuvée le 1er juillet 2021 pour la levée du périmètre d'attente. La commune de Bailly a lancé par délibération du conseil municipal en décembre 2021 une nouvelle procédure de modification de son PLU, donc la modification numéro 4, afin de permettre la réalisation d'une opération de logements locatifs sociaux, la commune étant assujettie à l'article 55 de la loi SRU. L'objet de cette modification porte principalement sur le classement en zone UC à vocation résidentielle d'une partie de la zone UX dans le prolongement du quartier du Cornouillet au sud de la commune, pour permettre notamment la création de logements sociaux que la ville souhaite affecter aux familles des enfants porteurs de handicap, une résidence sociale pour jeunes adultes porteurs de handicap, une résidence pour familles monoparentales et enfin une résidence pour jeunes actifs et étudiants. Outre l'évolution du zonage dans cette zone, dite secteur Chaponval, la modification inclut la création d'un périmètre d'OAP, d'orientation d'aménagement et de programmation numéro 3, pour encadrer le projet de renouvellement urbain sur le terrain 9 rue de Chaponval, anciennement occupé par les bureaux Mercedes. Des ajustements et précisions complémentaires apportés au règlement. La modification 4 du PLU a dû faire l'objet d'une évaluation environnementale suite à l'avis des services de la MRAE, rendu le 17 novembre 2022 sur la demande d'examen au cas par cas. L'évaluation environnementale a permis d'apporter des précisions sur la nature des modifications apportées et sur la façon dont le projet intègre les préoccupations environnementales. L'évaluation est élaborée conformément à l'article 104 du Code de l'urbanisme et son contenu est proportionné aux enjeux de la modification du PLU, conformément à l'avis de la MRAE. Il s'agit d'évaluer les risques sanitaires encourus par les futurs habitants et usagers du nouveau secteur UC, compte tenu des pollutions générées par le trafic routier de la RD 307, de la pollution éventuelle des sols, de l'accroissement du trafic routier et de l'exposition des risques de mouvement de terrain. Une étude sur la qualité du corridor boisé longeant la RD 307, protégée au titre des espaces paysagers protégés du PLU, a été réalisée et jointe à l'évaluation environnementale. La modification du PLU soumise à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une concertation préalable. La participation du public au processus d'élaboration du projet de modification du PLU, susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement, intervient à 2 étapes. En amont, par une concertation préalable au stade de l'élaboration, et en aval, par une enquête publique au stade de l'approbation. L'objet de la concertation préalable est d'associer le public à l'élaboration du projet d'évolution du document d'urbanisme, à un stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner l'opportunité du projet. Elle permet donc aux habitants de prendre connaissance des modifications qu'il est projeté d'apporter au PLU, de prendre connaissance des études de l'évaluation environnementale et des impacts du projet sur l'environnement, de donner un avis sur l'opportunité, les objectifs et les enjeux socio-économiques du projet de modification et d'OAP, ainsi que son impact sur l'aménagement du territoire. La municipalité fixe les modalités de la concertation, conformément à l'article 121-16 et suivant du Code de l'environnement, et propose la mise à disposition du dossier de modification 4 du PLU sur le site Internet de la ville et la mise en place d'un registre électronique via la plateforme citoyenne, la mise à disposition du dossier de modification 4 du PLU à l'accueil de la mairie afin de recueillir physiquement les observations sur un registre. La concertation se tiendra du lundi 23 octobre au lundi 4 décembre 2023 pour une durée de 6 semaines. À la fin de cette période de concertation, la commune sera tenue de publier le bilan de cette concertation sur son site Internet.
Celui-ci sera également remis au commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique. Il vous est donc demandé d'approuver les objectifs et les modalités de la concertation relative à la modification 4 du PLU et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre. Voilà la concertation qu'on fera sur cette modification du PLU. Hein, on a perdu du temps par rapport à l'autorité, à la requête de l'autorité environnementale qui était satisfaite des études, mais il y a une certaine façon de les présenter. Hein. Donc j'espère qu'on aura géré le feu vert le plus tôt possible. Ce que je veux dire, ce que je veux ajouter, c'est qu'effectivement, au sein du comité d'urbanisme, on abordera le sujet, bien sûr. Voilà. Non ? Mais Nous l'espérons le plus tôt possible. Oui, mais c'était bien convenu comme cela. Voilà. Donc, juste une petite suggestion pour éviter éventuellement la fastidieuse tâche que de relire quelque chose qu'on a tous eu à lire au préalable. On pourrait éventuellement vérifier que tout le monde est bien au courant du dossier avant, pour qu'on puisse directement vous poser les questions, simplement en se retapant sur le... Voilà. Pour ce conseil, il était obligatoire de lire la délibération en entier. Pour quelle raison ? Non. J'aurais préféré la synthétiser, effectivement, mais pour la première fois, il faut le lire en entier. Non, mais écoute, c'est une nouvelle règle, alors. Sabrina l'a présentée telle qu'elle l'entendait, hein, voilà, et elle a été très claire. Hein, ce texte, elle y a travaillé avec Fabien, voilà, elle l'a lu. Croyez-moi, c'est compliqué, cette modification du PLU dans ce cadre-là, hein, parce que l'autorité environnementale est de plus en plus exigeante. Hein, ces études, avant, quand je vois ce qu'a fait en bordure de la 307 Noisy, il y a encore quelques années, on n'en demandait pas autant. Donc là, on est pris en tenaille entre, d'une part, la pression de la préfecture qui souhaite que ce projet vertueux puisse se faire dans les meilleurs délais, et par rapport aux exigences de l'autorité environnementale. Tu veux ajouter quelque chose ? Voilà. Est-ce que, donc, par rapport à ce texte, qui est pour ? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc là, Denis, on va passer à la convention de financement avec Île-de-France Mobilité concernant la végétalisation aux abords du tram. Vous savez tous bien sûr que le tram fonctionne depuis 1 an maintenant. Et lorsque les travaux ont eu lieu, la SNCF en particulier, SNCF Réseau, donc a supprimé un certain nombre de végétations avec des clôtures, mais les clôtures ont été remplacées. Mais la végétation n'a pas été remplacée et il a été entendu avec IDF Mobilité donc de revégétaliser les zones où on pouvait le faire. Et ils nous ont demandé si on pouvait le faire. Et à ce sujet, donc, il y a une convention qui a pour objectif de fixer les conditions de reversement par Île-de-France Mobilité à la ville de Bailly du financement accordé par l'État, la région Île-de-France et le département des Yvelines pour la réalisation des travaux de végétalisation aux abords du tram T13, selon un programme de travaux établi par la ville. Donc on a défini les zones, on a proposé donc des arbustes et des arbres, et on souhaite maintenant donc le réaliser. Et pour ça, IDF Mobilité est prêt à financer donc 50% des travaux, par le versement d'une subvention pour un montant maximum de 30 000 € TTC, non actualisable et non révisable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va planter maintenant, et donc c'est prévu sur 2023 et 2024. Et nous avons un budget pour le faire de 59 781,76 € hors taxe par l'entreprise qui va le faire. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de financement et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Écoutez, qui est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Voilà. Et nous pouvons passer effectivement à
l'avis, toujours Denis, sur 2 demandes de permis d'exploitation du gîte géothermique par la société Engie Service, Voilà. Sur la commune du Chenet-Rocancourt. Donc, vous avez bien sûr entendu parler donc, des projets de géothermie dans notre région. En ce moment, donc, la préfecture et Engie sont en train de préparer tout ça. Et la préfecture nous a demandé donc, d'inscrire au conseil municipal le fait que rapidement, Engie puisse aller pomper de l'eau à moins 1600 mètres et la recracher derrière. Et pour faire ça, cette zone de pompage fait partie du terrain de Bailly. Et les 5 villes qui sont concernées par ces puits-là vont faire passer la même justification donc, auprès dans le conseil municipal. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passera après. C'est vraiment simplement, comme vous l'avez lu dans le texte qui vous a été donné, le fait de pouvoir autoriser la société Engie à aller faire les puits et ensuite à pomper donc les eaux et les recracher bien sûr à moins 1600 mètres quand elles sont refroidies. Et nous allons donc, après que tout ça se soit fait, nous intéresser à la deuxième partie qui nous intéresse en tant que pour les Bayacois, d'aller amener un réseau de chaleur sur nos villes. Aujourd'hui, le seul projet qui est parti, c'est celui de Parly 2. Donc Parly 2, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un réseau de chauffage qu'on a besoin juste de brancher sur les puits. Et pour nous, ça viendra après. J'ai pu discuter avec les personnes d'Engie hier au salon. Et donc, ils sont en train de travailler sur les SAS. Les SAS, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont les sociétés donc, qui vont produire la chaleur pour ensuite la distribuer. Et ils m'ont annoncé donc, que ça devrait bouger dans les mois qui viennent. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr les autoriser à aller chercher l'eau à moins 1600 mètres. Et donc, c'est l'objet de cette demande qui vous est faite d'approuver le texte. Juste une question, puisqu'on est enquiquiné par les autorités environnementales sur les projets du territoire. Est-ce que là-dessus, on a la validation que tout ça a été étudié aussi par les mêmes autorités et qu'on est... c'est la préfecture qui nous demande donc, de passer ça en conseil municipal. Oui, alors ils sont un peu schizophrènes de temps en temps, si je puis me permettre. Comment il arrive que certains services de la préfecture ne soient pas en accord avec d'autres services de la préfecture. Tu en parlais il y a quelques instants. Là, c'était avec l'autorité environnementale. C'était bien différent. Là. Oui, oui. Mais il arrive quand même, malgré tout, que la préfecture demande quelque chose et que d'autres services demandent le contraire. Je peux t'assurer que là, on a eu, avec le sous-préfet qui nous a parlé, suite à l'intervention du président de la République, de tout faire pour accélérer effectivement des zones d'énergie renouvelable. Donc, il y a effectivement la géothermie, il y a également les panneaux solaires, et franchement, là, c'est parti. C'est parti. Si je peux me permettre, Stéphanie, dans le document là, qui a été transmis, il est bien évoqué la présence sur ce sujet des validations environnementales ad hoc, et en plus, tout ce qui est forage, c'est hyper encadré. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Enfin, donc, y a-t-il d'autres questions? Donc, êtes-vous favorable sur ce sujet? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon. Puisque nous sommes au chapitre urbanisme travaux, serait-il possible d'avoir un court point à date de la résidence senior? Parce qu'on est régulièrement interrogé par la population. Est-ce que ça se fait? C'est tombé à l'eau? Qu'en est-il? Je ne sais pas si c'est pas tellement le moment. On aurait pu je crois que nous l'avons abordé en commission générale. Actuellement, je vais en dire 2 mots. On a l'intention effectivement de rencontrer tous les propriétaires, enfin les 4 propriétaires, si on inclut le 5e, la SNCF, avec l'établissement foncier des Yvelines. On va leur dresser effectivement le contexte actuel du marché de l'urbanisme et leur faire de nouvelles propositions. Voilà, et on verra quelle sera leur réaction
hein, quels seront les scénarios qui nous restera. Je rappelle que cette résidence senior, c'est quelque chose auquel on tient, hein, qui est attendu. Hein, voilà. Hein, donc là, comme les promesses foncières sont caduques depuis le 31 décembre, donc on va tâcher effectivement de reprendre le sujet. Hein, et nous sommes en relation avec les nouveaux constructeurs qu'on a rencontrés encore hier, et même voir avec d'autres promoteurs. Voilà. Mais à ta disposition pour en parler, pour te donner un détail plus précis, n'hésite pas à venir me voir, et ça sera avec plaisir que je te donnerai des informations. Voilà. Qui concerne la modification des tarifs de la restauration scolaire et des activités périscolaires. Et là, vous avez sur table les nouveaux tarifs qui avaient été omis, effectivement, dans ce qu'on vous a envoyé dans un premier temps. Oui, alors pour planter le décor, comme vous le savez tous, on a dû subir une augmentation des coûts de la restauration avec Convivio. On a dû subir une augmentation des charges salariales avec les agents, les ATSEM et les animateurs, ainsi qu'une grosse augmentation des fluides. Et enfin également, on a suivi le souhait des parents d'élèves de la maternelle et de l'équipe enseignante en décidant de recruter une ATSEM dans la 5e classe qui vient d'ouvrir en cette rentrée à la maternelle. Donc il a fallu qu'on réfléchisse, malheureusement, si je puis dire, à nos nouveaux tarifs, tant sur la restauration que sur l'accueil périscolaire et extrascolaire. Et nous sommes partis sur une augmentation égale sur tous les tarifs, à savoir 8% partout, en conservant bien évidemment nos 5 tranches du quotient familial. Donc on vous les propose effectivement en 2e et 3e page. Et en décidant également d'en parler bien évidemment aux parents d'élèves et à l'association des parents d'élèves, l'UPEB, pour que les familles pour lesquelles ça pourrait être compliqué et qui voudraient trouver d'autres solutions aient le temps de se désinscrire. Donc c'est pour ça que même si tous nos tarifs ont augmenté depuis belle lurette maintenant, on a décidé que ce soit applicable qu'au 1er janvier 2024. Voilà, et une dernière chose, on a le souhait de recruter un animateur supplémentaire au centre de loisirs. On a des difficultés parce qu'on n'a pas de postulants. Et on a surtout le souhait de conserver nos animateurs que l'on chérit et qui travaillent bien dans nos groupes scolaires. Et pour ce faire, on a échangé sur les possibilités qu'on avait pour leur permettre d'être favorisés chez nous. Et on a souhaité leur proposer, pour ceux qui auraient des enfants, de leur appliquer le tarif T1. Alors non pas la gratuité comme je crois Noisy le propose, mais parce que rien n'est gratuit et que voilà, tout a un coût, mais au moins de se dire que ils peuvent venir travailler en positionnant leur enfant sur un tarif préférentiel, parce que c'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas des gros salaires, ils se demandaient même des fois sur les mercredis si ça valait le coup de venir travailler, parce que quand on a 1, 2, 3 enfants, on fait vite le calcul. Donc voilà, on vous demande d'approuver ces tarifs et cette nouvelle règle. Voilà. Juste une petite question, je suis tout à fait favorable et aussi effectivement au travail qui est fait pour garder le personnel sur site. Il faut se donner les moyens par moment, et comme on a investi à un moment donné sur les médecins, je pense que voilà, franchement je vous félicite de cette idée. Simplement je vois que l'augmentation des prix a été de 12% et que nous augmentons de 8%. Oui. Comment on absorbe ça en fait ? Le reste, c'est la participation communale. Voilà. Parce que qui augmente d'autant. Sachant que l'appel... Et on l'a chiffré ça à peu près pour oui, bien entendu, puisque j'ai déjà, je sais à peu près quelle épargne brute nous allons dégager au titre de l'exercice 2023, et puis on travaille effectivement déjà sur le budget 2024, bien entendu. Donc on peut connaître la différence de prix, justement ce que la ville va devoir investir là-dessus.
Je vais voter pour, hein, donc c'est pas du tout, c'est simplement pour avoir une vague idée de ce que ça va coûter en plus à la ville. Et pourquoi vous avez choisi 8%? On a fait plusieurs prévisions, et en fait, on est parti sur la plus douce et la plus basse possible, même si 8%, ça aura un impact quand même. Mais parce que on se dit qu'il faut qu'on y aille piano. Absolument. C'est 12% sur la restauration. Donc, on aurait pu appliquer 12%. On applique seulement 8%. À compter du 1er janvier, on prend le rythme de l'année calendaire. Donc ça, c'est sur la restauration. On est obligé de suivre la notion d'actualisation. En revanche, pour les autres prestations, tu sais bien qu'on ne les a jamais augmentées, suite à la demande répétée de Françoise, qui aurait aimé, effectivement, lors de la mandature précédente, de faire payer davantage les parents d'élèves. Donc là, on met 8%, compte tenu du contexte, voilà, et on assume. Mais là, j'ai aucun problème avec le fond. Ma seule question, c'est combien va devoir-on prendre en charge en plus de ce qu'on avait prévu? C'est tout simple. Sur l'ensemble du budget restauration, ça représente 10 000 € par an. D'accord. Et sur l'école et le fait de embaucher du monde en plus, vous avez calculé aussi ou... Ça, c'est des charges sociales en plus qui font partie de la masse. Et qui étaient déjà budgétées. Moi, je parle de la restauration pure et simple. D'accord, 10 000 €. Ok, c'était ma question. On a fait une projection, c'est-à-dire qu'avec ces nouveaux tarifs à fréquentation égale de cette année, la plus-value, si je puis parler ainsi, parce que ce n'est pas une plus-value, mais ce que rapporteraient les 8% d'augmentation couvrirait à peine le salaire de l'ATSEM supplémentaire. Donc c'est vraiment pas une histoire de gagner de l'argent, mais c'est plus de commencer à solliciter les familles qu'elles aident à l'effort pour que ce soit moins coûteux pour la commune. Mais c'est sûr que ça ne supporte pas toutes les hausses. Ça, c'est certain. Je m'en doute. Comment elles ont perçu cette augmentation, les familles? En fait, le bel argument, c'est l'ATSEM, parce qu'ils étaient vraiment demandeurs, notamment à la maternelle, bien sûr, c'est eux qui sont concernés. Mais ils étaient tellement contents qu'à l'époque où on discutait du recrutement ou non d'une ATSEM, on commençait déjà à leur dire, vous savez, si on part sur cette voie-là, il faudra qu'on impute ces charges quelque part, donc il y aura peut-être une augmentation. Et c'est vrai qu'ils ont appris ce que Noisy-le-Roi appliquait par ailleurs, et ils nous remercient de ne faire que 8% pour l'instant. La seule et dernière chose que je dois vous dire, c'est que notre prestataire actuel est en avenant jusqu'en septembre 2024, et qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Dans le prochain appel d'offres. Voilà. Mais voilà, de faire rentrer les familles dans le fait que les tarifs puissent évoluer d'année en année, ou tous les 2 ans en fonction des tarifs qu'on aura. C'est déjà une étape et une marche qu'on démarre là en janvier 2024. Non, il y a une fréquentation qui est très forte au niveau du périscolaire. Alors c'est suite. La cantine, c'est quasiment tous les enfants. Voilà. Les accueils du matin et du soir, ils sont quasiment pleins aussi. Et le mercredi, on a plus de 70 enfants accueillis. Oui, le mercredi matin, on est presque à 100. Donc c'est important. Il y a un mouvement sur le département de revenir à des cuisines centrales, éventuellement à des fonctionnements différents. Est-ce que vous êtes rapproché de ceux qui sont en train d'étudier cela? Est-ce que ça vous a paru intéressant, pas intéressant? Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous comptez le faire? Alors le marché, il n'est pas encore sorti, ouvert, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, il est question qu'on aille chercher des acteurs locaux, nouveaux. Après, est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce qu'ils répondront? On ne peut pas leur forcer la main, mais on va les recevoir. Ah, tout à fait. Non, sur les centrales, il y a un retour de bâton. Ça revient effectivement très très cher. Et il y en a qui arrêtent. Je l'ai su. C'est très compliqué. Très compliqué. On a participé aux assises de l'alimentation et le département travaille beaucoup aussi sur ça, le département des Yvelines, sur les circuits locaux, les agriculteurs locaux, etc., pour les mettre en avant. Donc il y a des choses qui sont faites, mais c'est vrai que c'est diaboliquement compliqué quand on en donne dedans. Voilà. Mais bon, si on a une opportunité, crois-moi, on ne la manquera pas. Pour vous dire que c'est cette revalorisation des prestations, donc elle s'est faite avec l'accord, on en a bien discuté avec l'UPEB et les parents d'élèves, de fait. Voilà. Donc, on vous demande effectivement d'approuver cette nouvelle grille de tarifs
hein, conformément au tableau qu'on vous a remis. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et là, nous allons passer la parole à Lucie concernant le rapport d'activité du délégataire de la crèche, qui sont les petits chaperons rouges maintenant, ou désormais. Alors, donc, comme son nom l'indique, c'est un rapport d'activité, donc il est très succinct. Vous pouvez le consulter en mairie, si vous le voulez, en totalité. Donc, on prend le parti de faire des choses assez succinctes maintenant, rapport d'activité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la crèche est en délégation de service public. L'année 2022, c'était la 6e année d'exploitation par Lively. Donc, Lively qui a été racheté par les Petits Chaperons Rouges. Les Petits Chaperons Rouges qui donc grignotent toutes les autres structures actuellement. Ils ont 320 établissements. Voilà, donc, et Lively avant a été crèche attitude, donc c'est vraiment, bon, on voit qu'ils sont très très présents sur le territoire. En revanche, voilà, notre crèche des 1000 pattes n'a pas changé en termes de structure, c'est-à-dire qu'on a toujours 47 berceaux, des horaires d'ouverture assez larges, 16 professionnels, des congés qui sont toujours aux mêmes périodes. Donc, ce qui est très positif sur 2022, c'est le taux d'occupation, qui a été, alors déjà l'accueil de 5 jours, c'est celui qui est favorisé par les parents. Et il y a une baisse d'activité le mercredi, mais ça fait très longtemps sur les structures de petite enfance. Et donc, le point positif, ce sont le nombre d'heures réalisées et facturées qui ont augmenté en 2022. Donc, vous avez le chiffre sous les yeux, et c'est ce qui en découle en fait du budget. Car le reversement en fait, par la CAF tient compte des heures réalisées, des heures facturées. Donc c'est pour ça que le budget est dépassé en termes d'occupation. Donc il y a une masse salariale qui a dépassé un petit peu le budget. Et en revanche, les dépenses ont diminué un petit peu sur les consommables et autres charges. Et vous avez le chiffre du budget exécuté, donc le brut d'exploitation de 90,4K et budgété à 87,5. Donc la crèche continue à avoir des beaux projets éducatifs, donc partenariat avec la bibliothèque, partenariat avec l'IEM. Donc il y a aussi un projet de réhabiliter le jardin. Il y a aussi des réflexions pour l'aménagement de l'espace et les propositions de jeux afin de répondre au mieux à l'évolution des différents besoins des enfants. Voilà, donc c'est une crèche qui fonctionne bien, une belle vitrine de la ville. On s'octroie un droit de regard quand même sur les petits chaperons rouges. Absolument. Comme je vous disais en introduction, c'est un gros groupe, donc vous n'êtes pas sans savoir de tous les problèmes qu'il y a eu dans les crèches récemment. Sur le taux d'encadrement des enfants, donc on veille vraiment à ce que le taux d'encadrement des enfants soit respecté dans notre crèche. Parce que lors de l'appel d'offres, effectivement, on avait choisi Crèche Attitude. On ne les avait pas choisis, en fait. Donc, Crèche Attitude, voilà. Voilà, on n'avait pas choisi les petits chaperons rouges et ce sont eux maintenant. Par contre, Sodexo, l'actionnaire principal de Crèche Attitude, donc a vendu Crèche Attitude aux petits chaperons rouges qu'on avait pas retenus. Et c'est comme ça qu'on a les petits chaperons rouges. Voilà. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. On apprend à se connaître et... C'est ça, parce que ça a renouvelé quand même beaucoup et à mieux travailler ensemble. Les représentants, donc voilà. On veille au grain. Mais bon, ils ont un retour de satisfaction des parents d'élèves. Oui, c'est bien. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais oui, il y a vraiment non, puis ce qui est important, très élevé. C'est les partenariats locaux qu'ils ont avec la bibliothèque, avec l'IEM. Ça, je trouve ça plutôt très bien. Voilà. Merci Lucie. Donc on prend acte de la présentation de ce rapport qui est consultable, je le rappelle, en mairie. Et donc là, je vais repasser la parole à... On prend acte. Il n'y a pas de vote. Voilà. Comment? Voilà. Alors, il y a la 9e délib qui a trait effectivement à la subvention au collège de la Quintigny pour l'année scolaire 2023-2024.
Alors, vous l'avez certainement lu, mais effectivement, le collège sollicite une subvention de la ville tous les ans pour participer aux sorties et à toutes les actions qu'ils peuvent mener. Comme pour les autres années scolaires, on propose la somme de 9 € par élève. On a 137 jeunes Baillacois inscrits en 2023-2024, donc ça ferait un total de 1 233 €. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Non, il y a aussi le fait qu'on élargit la définition effectivement de la subvention aux sorties, voyages scolaires et autres actions culturelles en faveur des élèves. Tu es bien au courant, donc ça leur permet effectivement d'élargir leur action de financement, alors que jusque-là, c'était limité aux frais des professeurs accompagnateurs des voyages, notamment des voyages à l'étranger. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de cette subvention au collège de la Quintigny, qui n'a pas bougé depuis bien longtemps. Êtes-vous favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et nous allons passer donc à la détermination du nombre d'agents recenseurs et fixation des modalités de rémunération par Bertrand. Je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, je vous ferai grâce de la lecture in extenso de cette délibération qui est passionnante. Mais voilà, dans les communes de notre strate, il n'y a pas un recensement qui est opéré chaque année pour un morceau de la ville, mais un one-shot tous les 4 ans, je crois. Là, il nous faut d'une part délibérer pour fixer un nombre de personnes qui pourront intervenir. Alors ce pourra être soit des agents qui interviennent en dehors de leurs heures de travail, soit des personnes recrutées directement pour ce faire. Je pense qu'il y aura déjà une bonne moitié de personnes qui seront déjà des agents de la ville qui sont intéressés. Et donc, nous avons considéré qu'il fallait 8 personnes pour effectuer ce recensement. Deuxième chose, les modalités de recrutement, de rémunération qui sont extrêmement basiques puisque ce sont celles qui sont votées dans la plupart des communes, c'est-à-dire un taux à la feuille remplie et ensuite une forme d'intéressement sur l'ensemble des retours par rapport aux feuilles demandées. Donc voilà grosso modo le projet de délibération qui vous est proposé ce soir. Je réponds à toutes les questions, si ça vous intéresse. Vous avez des questions? Écoutez, on le met tout de suite au vote. Qui est favorable? Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Entendu. Très bien. Voilà. Et je suis un tout petit peu perdu. Voilà, on passe à la délibération suivante, qui doit être... La création, tableau des effectifs. Attendez, là je suis sur 2 documents. Un instant, c'est la création et suppression des postes. Hein. C'est la délib numéro... Non, 10. 11. Pardon, 11. Voilà, création et suppression des postes. Bertrand, tu as la parole. Là, c'est la délibération que je vous propose à chaque conseil ou presque. Donc la modification du tableau des effectifs qui en fait est là en l'espèce, c'est un ajustement du tableau des effectifs en fonction des mouvements. Donc il y a des plus et il y a des moins. Voilà, c'est selon les cas, c'est parfois un grade d'avancement qui remplace un grade de base. Là, c'est le contraire. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Juste une question qui est sans doute à avoir avec la première délibération. La DGS est partie. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment ça se réorganise aujourd'hui et comment c'est géré dans l'avenir? Est-ce que... Effectivement, notre DGS est partie après 2 ans de très bons services. Hein, donc elle a souhaité valoriser son cursus pour travailler dans une commune plus importante, qui va lui permettre de passer de 50 à 200 ou 250 personnes à gérer.
hein, voilà. Et donc, on a entrepris un recrutement d'une personne qui arrivera le 20 novembre, voilà, et qui est plutôt très portée sur l'urbanisme, avec un bon cursus. On a beaucoup de choses à faire, et notamment en termes de révision de PLU. Donc, on est très contente. Cependant, cette personne va travailler en duo avec la personne qui est derrière nous, hein, qui va effectivement avoir la fonction de DGS adjoint. Voilà, donc il y a un duo, hein, qui va s'installer pour travailler au mieux, hein, dans cette deuxième partie du mandat. Donc en fait, vous avez un DGS et un DGS adjoint, mais en fait... qui garde sa fonction actuelle. Première, d'accord. Hein, non, ça ne génère pas un poste supplémentaire. Hein, c'est Fabien, on peut le nommer néanmoins, hein, il assume la coordination administrative des marchés, hein, du juridique, du conseil municipal. Donc voilà, il va continuer aussi cet axe-là, et puis avec le lien très fort avec la direction des services techniques. Voilà. D'accord, hein, très bien, merci. Voilà, on vous remercie. Félicitations à Fabien. Absolument. Voilà, je suis absolument ravi pour lui, parce qu'il le mérite bien. Voilà. Passons à la délibération suivante, le rapport d'activité du Cibano. Monsieur Jacques, où est-il? Merci. Le Cibano 2022, je suis un peu embêté de nous en parler maintenant parce qu'on est bientôt fin 2023. Les faits marquants du Cibano pour 2022, ça a été le recrutement du directeur du Cibano et de l'assistante. Qu'est-ce qu'il y a eu comme élément majeur également? On a commencé à appliquer le schéma directeur sur lequel nous avions réfléchi en 2021. Sur le plan financier, l'exercice a été en équilibre malgré les difficultés qu'on a rencontrées tant au niveau de l'inflation que de la crise énergétique. Donc tout ça, c'est plutôt bien maîtrisé. Au niveau du fonctionnement, on a un excédent de 360 000 €. Et au niveau des investissements, on a un excédent de 2 163 000 € dont on va avoir besoin sur 2023, puisqu'on a déjà fait un certain nombre de travaux sur 2023 pour les animations qui ont lieu au Cibano dans nos structures globalement. Succès un peu partout sur le trail pour la deuxième édition, la fête du vélo qui connaît un véritable succès puisqu'en 2023 on a doublé le nombre de participants. Le forum des associations est sur les rails, ça fonctionne bien, tout le monde est content, chaque année on l'améliore un petit peu. Voilà pour les événements. Et pour 2023, il y a déjà pas mal de projets. Il y a les terrains de paddle qui seront livrés au plus tard mi-décembre. On a refait le mur de frappe pour le tennis. On a fait un abri pour les scolaires, l'athlétisme. On a fait aussi des études sur notamment le bâtiment de la Quintigny, qui l'été est insupportable à vivre parce qu'il y fait très très chaud et l'hiver vraiment on se caille. Donc on a fait une étude là-dessus. On devrait aussi démarrer les travaux sur la Quintigny, je pense, en 2024. Et puis on a un grand projet que tout le monde connaît puisqu'on n'arrête pas d'en parler, c'est le projet Rebond avec le premier coup de pioche à la fin de l'année et qui sera livré, je pense, fin 2024. Voilà pour le Cibano. Ça, c'est des bonnes nouvelles, en effet. Bravo à toute l'équipe du Cibano. Merci. Très bien. Donc, on a entendu l'exposé du rapporteur, Jacques Nicolas. Donc, on prend acte de ce rapport d'activité 2022, mais c'est surtout les informations 2023 qui sont les plus pertinentes. Merci. Et là, on va parler du Festival de la guitare et de la convention qu'on se doit de passer donc avec
avec Noisy-le-Roi. Hein, c'est un beau projet. Je suis très content que Bailly ait pu se rapprocher de cette belle initiative. Avec moi, avec ma casquette de responsable de la culture au niveau de Versailles Grand Parc, ce qu'on souhaite avec François de Mazières, c'est de pouvoir faire de beaux événements, hein, tant avec les gens du CRR, donc du conservatoire régional, qu'avec les écoles associatives, comme c'est le cas avec ce projet. Voilà. Oui, Bertrand, excuse-moi. Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, c'est donc une coproduction Bailly, Noisy et l'école de musique. Donc, ce qui est proposé, c'est une manifestation qui se déroulera sur les deux sites entre le jeudi 16 novembre et le dimanche 19 novembre, avec des concerts tous les jours, et plus spécifiquement à Bailly le jeudi et le samedi. Donc au théâtre, voilà. Vous pourrez lire le programme. Hein. Donc, ce qui nous amène à délibérer ce soir, c'est cette convention entre les trois partenaires pour la tenue de ce festival. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions? Mais je tiens à dire qu'on compte sur vous. Hein. Vraiment, on veut que vous soyez là. C'est un bel événement. Hein, vraiment, on le porte tous. Hein, et pour nos jeunes qui ont besoin de jouer sur scène, et pour ce lien progressif entre les écoles associatives et le conservatoire. Et puis en plus de ça, il y a une vedette, enfin deux vedettes qui seront parmi nous. Je crois c'est le samedi, hein, Thibaut Garcia notamment et Benoît Fallet, hein, qui sont vraiment des artistes reconnus qui ont été récompensés aux Victoires de la musique en 2021. Donc il ne faut pas manquer ça. On est dans le domaine de la guitare classique. Voilà. Donc, êtes-vous favorable à cet événement? Voilà. Ben, merci. Merci à tous. Hein. Je pense que... Voilà, très bien. Nous passons... Qu'est-ce qui nous reste? Voilà, la convention pour l'organisation de l'exposition Histoire des sports équestres au sein des Jeux Olympiques de l'Antiquité à Paris 2024. Ah, c'est Bertrand? Ben oui. Ah oui, pardon. Oui, c'est moi. Je sais pas, excuse-moi, j'ai cru que c'était Jacques. Mais ça pourrait, hein, si tu veux le faire, non? les trucs épiques, là, l'histoire des petits chevaux, non? Non, c'est pas grave. Effectivement, oui, c'est un petit peu dans les mêmes conditions que la précédente délibération. Cette fois, c'est une coproduction entre la ville de Bailly, la Selle Saint-Cloud, Versailles Grand Parc, et donc une conférencière qui interviendra justement pour ce volet qui est l'histoire des sports équestres dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc là, on est sur quelque chose qui aura lieu entre janvier et février 2024. Donc c'est porté par VGP et il y aura quelque chose donc sur la Selle Saint-Cloud et Bailly. Voilà, avec une conférencière, avec des panneaux d'exposition, etc. Voilà. Donc là, c'est la même chose, c'est la convention entre les différents partenaires pour cette action. Voilà. Voilà, on est dans l'événementiel, on tient un rythme donc assez effréné sur nos activités du week-end. C'est les concerts, c'est le théâtre, et c'est vraiment une bonne chose. Donc, vous approuvez cette convention? Êtes-vous tout? Voilà, je vous remercie. Et on en a une dernière, hein, qu'on a mise sur table et qui concerne... Ah, ben, merci bien. Ah oui, excuse-moi. Jacques, alors là c'est Jacques. C'est le versement des subventions dans le cadre des trophées des associations, bien sûr. Le sait, les associations sont très sensibles à ce trophée que nous avons créé en 2021.
Chaque année, donc au moment du forum, on verse une somme symbolique à 3 associations que nous avons sélectionnées dans un petit comité partagé avec Noisy-le-Roi. Et donc, on a retenu pour ces 3 associations, Cèdre Loisirs, Rythme et Danse et la pétanque, une somme partagée à 50% par Bailly et par Noisy. Chaque association va donc toucher 200 €, 100 € par Noisy, 100 € par Bailly. Voilà. Voilà. Donc, il vous est demandé d'approuver effectivement ces versements à ces 3 associations. Qui est favorable? Voilà, je vous remercie. Alors là, cette fois-ci, la dernière, j'espère. Délibéra. Donc, c'est ce qu'on vous avait remis sur la table, la convention avec Noisy-le-Roi relative à la pratique de l'escalade pour nos écoliers. Jacques? On a donc fait une convention avec Noisy-le-Roi. Comme vous le savez, à l'espace Robert Thierry, ils ont un mur d'escalade réservé aux petits, on va dire, puisque je crois que la législation indique que les enfants ne doivent pas monter, les petits, ne doivent pas monter plus de 3 mètres. Après des discussions avec Salvador, notamment au niveau de Noisy, le maire de Noisy a accepté de mettre à disposition ce mur d'escalade pour les scolaires. Et donc on a fait un petit programme où les enfants pourront utiliser, les enfants de Bailly pourront utiliser ce mur d'escalade 2 fois par semaine. Et ça représente un petit coût parce que dans l'administration, on ne peut rien faire gratuitement. Donc symboliquement, le maire a souhaité de Noisy qu'on mette une somme. On a pris cette somme, elle est de 10 € par à chaque fois que les enfants utilisent ce mur d'escalade. On a fait le calcul avec Damien il y a 16 semaines, je crois. 16 semaines pendant lesquelles ils vont pouvoir utiliser ce mur d'escalade. Si vous multipliez 2 fois par semaine, donc il y a une somme de 260 € qui devra être payée par la ville de Bailly pour permettre aux enfants CE1, CE2, CM1, CM2 de pouvoir utiliser ce mur d'escalade. Voilà. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions. C'est vrai que c'est une belle initiative et les murs d'escalade à le vent en poupe. On en a d'autres. Il y en a d'autres. Avec Jacques, il y en a d'autres. Entendu. Donc, êtes-vous d'accord pour cette convention? Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie au nom de nos écoliers. Voilà. Jacques, j'ai un doute sur le fait qu'on ait voté en ce qui concerne les postes, les changements de postes de personnel. Je ne me souviens pas, mais on était en train de discuter. On a voté, on a levé les mains. T'es sûr? Oui. Bon. Voilà. Elle a tout noté. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là ce conseil municipal. On a été très bon puisqu'on a mis 1h30. Voilà. Bravo. Merci à tous. Et donc le prochain conseil, c'est le 11 ou 12 décembre. Voilà. Bon. Ah, si je peux me permettre, Jacques, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, de vous inviter à participer à Octobre Rose. Il y a une manifestation demain soir au Café Bayakois, donc on vous attend très très nombreux. Et pour ceux qui sont passionnés de foot et particulièrement de rugby, il y a la retransmission des quarts de finale au Plan de Lettres dimanche soir à 21h. Absolument, c'est important. Et il y a aussi Octobre Rose
Dimanche matin. Dimanche matin, oui. Octobre Rose de dimanche matin, où vous pouvez parcourir 1 kilomètre moyennant une contribution d'1 € et tout cet argent sera versé à Curie. Chaque conseiller municipal a cette obligation-là. Voilà. Merci à tous. Donc le prochain conseil, c'est autour du 12 décembre. Merci.